Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors j'ouvre la séance en l'absence transitoire, très provisoire d'Albert-Claude Benamou, qui est empêché pour le moment. C'est un plaisir pour moi, en tant que vice-président, de faire l'introduction de cette séance qui s'annonce passionnante. La neuropelvinéologie est une discipline ô combien transversale que nous partageons. Alors je dis nous parce que moi je suis urologue. Nous partageons entre neurochirurgiens, gynécologues, chirurgiens digestifs et urologues qui vont s'exprimer cet après-midi avec des signatures de renom, voire de très grands renoms, et que nous sommes très intéressés et ravis d'accueillir à l'Académie cet après-midi. Ce matin, nous avons eu une séance du conseil d'administration. Je vais laisser la parole au secrétaire général qui va peut-être nous la résumer. Oui, nous avons traité, Monsieur le Président, différents sujets. On peut quand même dire que la réintégration de notre académie à l'amphithéâtre Saint-Côme que les chirurgiens avaient construit à la fin du XVIIe siècle et qui se situe à quelques mètres d'ici rentre dans une phase active, et donc le conseil d'administration a adopté le projet assez précis de réintégration dans les locaux après que nous l'ayons étudié assez profondément. Et puis également vous rappeler que vendredi se tiendra à Strasbourg une séance délocalisée de l'Académie avec dans la matinée avec Madame Carole Matelin une session consacrée aux femmes en chirurgie et en Europe. Et l'Académie, à cette occasion, honorera un certain nombre de femmes chirurgiens. Et l'après-midi, ce sera l'IRCAD à travers tous les continents, avec Jacques Maresco. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Alors, avant de donner la parole au coordinateur de la séance scientifique, professeur Canis, et à son modérateur, Stéphane Plotot, nous allons entendre notre secrétaire annuel qui va nous rapporter la séance précédente. Donc, je laisse la parole à Georges Abilaou. Bonjour à tous, Monsieur le Vice-président, Monsieur le secrétaire général, chers amis. La séance précédente donc traitait d'interventionnels digestifs, que ce soit mini-invasif ou assez peu invasif. La première présentation, donc le secrétaire général Hubert Joannet avait annoncé le décès du docteur Claude Ligori, qui était l'un des pionniers de l'endoscopie digestive interventionnelle et membre de l'Académie nationale de chirurgie depuis 1987. La première présentation faite par Boris Guiou sur l'interventionnel veineux du foie, de la privation veineuse à la recanalisation porte. De nouvelles techniques de radiologie interventionnelle se développent dans les veines du foie, parmi lesquelles la privation veineuse qui associe une embolisation de l'apport portal et d'une ou de plusieurs veines hépatiques dans le but d'accélérer l'hypertrophie du foie avant une hépatectomie majeure. La recanalisation du système porte en cas de thrombose porte chez les patients non cirrhotiques est toujours accessible techniquement. Elle permet de normaliser les pressions, de rétablir souvent un flux physiologique et de ce fait empêcher les conséquences cliniques sévères telles que l'hémorragie par rupture de varices ou la cholangiopathie portale. Cette technique nécessite des opérateurs entraînés. Concernant les cavernomes portes, tout cavernome porte doit bénéficier d'un avis multidisciplinaire, hépatochir, radiologie interventionnelle et d'un possible traitement à l'issue. Albert-Claude Benamou a posé la question quel serait le délai entre l'embolisation portale avant l'hépatectomie. Le patient peut être opéré à J8 après l'embolisation. Malgré sa complexité, la technique de l'embolisation portale ne va pas disparaître. Olivier Serror, la déprivation veineuse chez les cirrhotiques, qu'en est-il? Prudence, car en général, il y avait une augmentation de la pression porte chez les cirrhotiques, pas plus d'une veine sus-hépatique. Olivier Serror, définition de la cholangiopathie portale, apparition des signes à l'imagerie avant l'atteinte clinique et les modifications biologiques hépatiques, balance bénéfice-risque, traité plus tôt, mais pas très tôt. Olivier Serror a présenté l'ablation tumorale hépatique, jusqu'où aller. Les ablations des tumeurs hépatiques ont pour objectif l'éradication complète de la totalité des tissus malins.
Elles sont classées avec la résection et la transplantation parmi les traitements à intention curative. L'ablation percutanée est classiquement proposée aux patients non opérables. Elle est jugée non réalisable pour un nombre non négligeable de ces candidats, à cause d'une visibilité insuffisante des tumeurs ou une localisation tumorale considérée à trop grand risque de complications. Les avancées technologiques telles que la fusion d'images ou les techniques d'ablation multibipolaire no-touch permettent aujourd'hui de lever la majorité de ces limitations de faisabilité. Leur utilisation en routine réduisent considérablement le recours à la stratégie de glissement thérapeutique interclasse et ouvrent la possibilité de traiter avec une intention curative certains patients présentant des formes plus avancées. À la question jusqu'où aller, le plus loin possible, dans la sécurité maximale. Jacques Belghiti, il y a très peu de centres qui utilisent ces techniques actuellement. Qu'est-ce qui rebute, la technologie ou le temps? En réponse, c'est le temps, parce qu'il y a une courbe d'apprentissage importante pour ces techniques, pour un nombre limité de cas, même dans les centres à haut débit. Il y a aussi l'habitude d'utiliser les traitements connus et l'innovation qui est parfois compliquée à adopter. Valérie Villegrain, nous avons beaucoup appris grâce à la chirurgie hépatique et beaucoup de concepts ont été adoptés, notamment la biologie des tumeurs. Dans l'avenir, à taille égale de tumeur, un traitement personnalisé pourra être proposé. Albert Claude Benamou, quel est votre avis et votre expérience sur l'utilisation des ultrasons à très haute fréquence? C'est une méthode extrêmement séduisante, mais son utilisation est ralentie par son coût très cher et le temps de traitement assez long, utilisation plutôt sur des cibles non mouvantes. Pratt Frédéric, technique d'ablation tissulaire endocanalaire et éco-guidée dans l'arbre biliaire et le pancréas, potentiel et limite des techniques endoscopiques. L'ablation tissulaire endoscopique peut être réalisée selon deux méthodes, la thérapie photodynamique et la radiofréquence. L'ablation endocanalaire guidée par CPRE est un appoint précieux chez des patients non opérables ayant un cholangiocarcinome extrahépatique ou en cas de tumeur ampulaire avec extension intracanalaire. La radiofréquence est la méthode d'ablation de choix actuellement, bien que son bénéfice sur la perméabilité des prothèses soit incertain. Une confirmation d'un bénéfice en survie requiert de nouvelles études contrôlées de haute qualité. Bien que la valeur intrinsèque de l'ablation reste difficile à établir en présence de traitements concurrents, la démonstration d'une réponse locale par la cholangioscopie pourrait aider à valider cette option. Enfin, l'ablation guidée par écho-endoscopie a des perspectives intéressantes dans les tumeurs bénignes du pancréas, au premier rang desquelles l'insulinome, tandis que son intérêt reste à démontrer dans le cancer du pancréas. Valérie Villegrain, les techniques endoscopiques sont moins matures que les percutanées, mais ont tendance à prendre leur place dans l'armamentarium thérapeutique. Arlette Kolchen, quid de la cryothérapie pour désobstruer? Pas de réel intérêt démontré par rapport à la radiofréquence, plus complexe à mettre en œuvre parce que les sondes sont plus grosses et leur utilisation plus contraignante. Albert Claude Benamou, usage du laser fibre longue. Beaucoup de destructions locales ont été faites avec le laser colorant dans les années 80-90 en endoscopie, mais cela a été remplacé par les nouvelles techniques, notamment la radiofréquence. Finalement, Pérez Cuadrado Enrique, avancée récente dans la création d'anastomose de l'appareil digestif et bilio-pancréatique par écho-endoscopie. La réalisation d'anastomose digestive guidée par l'écho-endoscopie constitue une thérapeutique en plein essor. Les anastomoses bilio-digestives ont d'abord été développées pour le traitement des occlusions biliaires d'origine tumorale, avec de très bons résultats techniques et cliniques. Les anastomoses digestives endoscopiques non biliaires guidées par écho-endoscopie sont de développement plus récent. La technique consiste en l'utilisation d'une prothèse métallique d'apposition luminale entre deux cavités digestives afin de permettre un accès endoscopique impossible par les techniques usuelles ou de rétablir le flux alimentaire ou biliaire en cas d'occlusion. La dérivation gastro-jéjunale endoscopique sera prochainement le traitement de première ligne de l'occlusion digestive haute sur sténose tumorale du duodénum. Et l'écho-endoscopie thérapeutique représente une nouvelle alternative chez les patients ayant un bypass gastrique nécessitant un drainage biliaire.
Valérie Villegrain, il est très important que les différents médecins spécialistes puissent travailler ensemble sur des sujets convergents afin d'apporter le meilleur traitement pour les patients. Et en guise de conclusion de cette séance, Albert-Claude Benamou a parlé de la culture commune de partage, d'hybridité et d'échange pour ne pas rester dans des zones de conflit éventuels. Transformation du nom de l'Académie nationale de chirurgie en Académie nationale de chirurgie et des techniques innovantes pour accepter des médecins non chirurgiens au sein de l'Académie. Je vous souhaite une bonne séance. Merci, c'était un compte-rendu très clair qui met aussi en avant la notion de centre de recours, parce que c'était une séance magnifique, on a vu de très belles techniques, de très belles images, très belles techniques opératoires, avant-gardistes, il faut bien le dire, à la fois même dans les indications et dans leur réalisation technique, donc très spécialisée. Ça pose la question de la valorisation la plus rapide possible des innovations et de leur diffusion, de leur enseignement ultérieur. Donc on a vu des images qui apportaient des solutions techniques à des situations pathologiques majeures. Je pense qu'il y a également des solutions plus générales à la question de l'innovation, de ce remboursement et de sa diffusion. Donc ce compte-rendu est adopté, Monsieur le secrétaire général, comme il se doit, et donc je vais demander à Michel Canis et Stéphane Plotot de bien vouloir me rejoindre.